En es-tu déjà à ce niveau où tu te rends compte à quel point cette matière peut être technique, à quel point elle est belle, à quel point elle peut être confortable à porter? Pendant longtemps, j'ai eu des préjugés au sujet de la laine. En fait, je me rendais pas bien compte de quelles pouvaient être ses propriétés. Mais heureusement, ça a changé surtout depuis que j'ai connu le blog Bonne Gueule, qui m'a fait complètement revirer en fait d'esprit. Là, j'ai sélectionné un article qui résume bien la situation, où il nous présente en détail toutes les spécificités des laines. Tu vois, les différents micronages. Par exemple, rien que là, pour le mérinos, donc une race de mouton, on peut voir qu'il y a déjà différents types de laines qui sont sélectionnés en fonction de la taille. Et bien évidemment, ça par la suite, eh bien ça va donner des réalisations qui vont être différentes. On va créer peut-être des cardigans, on va créer peut-être plutôt des chapeaux avec, ou alors des tapis. Bien que là on soit d'accord pour le mérinos, ce soit plutôt déjà des produits très fins, donc des produits qui vont davantage aller avec la peau parce qu'ils vont être plus doux, parce qu'ils vont être plus beaux également. Et on se rend compte qu'il n'y a pas seulement le mouton dont on utilise le poil, dont on utilise la laine, il y a également les bovins, il y a également un peu plus haut les chèvres, avec la fameuse chèvre mohair ou la chèvre cachemire, et aussi l'alpaca bien sûr, et il y a même, enfin voilà, dans les camélidés, le chameau, ne l'oublions pas. Mais aujourd'hui, je te propose d'aller bien plus loin, je te propose d'aller à la rencontre de créateurs, d'aller à la rencontre de personnes qui travaillent en direct avec la laine, pour nous apprendre davantage, pour nous faire rentrer dans des dimensions qu'on n'a pas encore explorées. Bien que là, sur Bonne Gueule, ça aille déjà super loin. Je me souviens d'une image. Voilà, celle-ci. Qui représente très bien les spécificités de la laine. Tu vois, on a ici, bien sûr, les différents calibres. On peut voir pourquoi le cachemire est beaucoup plus fin. Pourquoi, in fine aussi, il va être beaucoup plus chaud, parce qu'il va emprisonner beaucoup plus d'air. Car plus la fibre est fine, plus dans le tissage, il va y avoir de l'air, ce qui va aider à créer l'isolation entre toi et ton environnement. Et puis on voit aussi une autre particularité de la laine, que sont ces petites écailles qu'il y a sur la fibre. Ces écailles, c'est celles-ci qui vont permettre à l'eau de ruisseler, c'est celles-ci qui vont également permettre de filer, voire d'aller en frottant jusqu'à créer cette matière magnifique qu'on appelle le feutre. Et dans cette interview, on va pas seulement parler technique, on va également parler du projet de Laura, qui a repris une filature, et on va voir comment ce projet, il s'inclut dans quelque chose de global. Tu sais, ce lien entre déjà un animal, un éleveur, son terroir, la personne qui va récolter la laine, qui va la traiter, la filer, jusqu'à in fine, celle qui va pouvoir se sentir au mieux dans ce qu'elle aura acheté. Donc ouais, tu disais la laine absorbe vis-à-vis de l'humidité. Et oui, c'est super. En fait, c'est une matière, même une fois qu'on l'a récoltée, parce qu'elle fait donc cet effet sur l'animal. Ouais. On pourrait dire elle est reliée à un follicule, elle est vivante, donc voilà, elle le protège de la pluie. C'est-à-dire qu'elle se resserre, et quand il fait froid ou quand il pleut, comme ça, l'eau, elle va ruisseler sur sa toison, sans rentrer en contact avec la chair. Et inversement, quand il fait chaud, tu vois, hop, ça s'ouvre, et ça laisse passer davantage d'air. Donc du coup, sur l'animal, ça a vraiment un effet protecteur et régulateur. Quand l'animal il est en bonne santé, que tout se passe bien. Et même une fois récolté, sur ton vêtement, sur tes chaussettes, ou ton bonnet, ou peu importe, la laine, elle continue comme ça d'interagir avec son environnement. Ce qui fait que, voilà, on dit, oui, la laine, c'est que pour l'hiver, quand il fait froid. Mais bon, moi, ça m'arrive de porter des chaussettes en laine toute l'année. Je vais choisir une laine peut-être un peu moins chaude, un peu plus légère. Mais du coup, l'été, voilà, les fibres un peu s'écartent et vont laisser un peu plus passer d'air. Tu n'as pas ce phénomène de transpiration où ton pied ou ton corps, il est dans ce pétrole et qu'il n'arrive pas à évacuer l'humidité qu'on dégage, même au niveau des odeurs. Ouais. Tu vois, on dit que la laine, tu l'aères, et elle prend pas les odeurs. Même pour entretenir des vêtements en laine, c'est aussi un truc que souvent on dit j'ose pas l'acheter, c'est un peu cher, j'ai peur de le laver, de l'abîmer. Ce que je dis, tu vois, pour des vêtements, des pulls, je le lave, même quand je vais avoir une tache, je l'enlève sur le moment, et après mon vêtement, je le retourne, je l'aère. Oui. Et ça suffit, quoi. Et ça suffit. Donc après, voilà, maintenant il y a des machines où on peut le laver à la main quand on a un truc, une exigence un peu particulière. Mais sinon, voilà, c'est une matière quand même assez finalement simple d'emploi, d'usage. Super simple. C'est pas la peine en fait de la laver si souvent que ça. Elle est presque. Voilà. Elle se nettoie presque d'elle-même. Voilà, elle réagit toujours. Donc si tu la aères, si tu la mets dehors, ça va reprendre, voilà. Okay. L'air frais. Et tout à l'heure, tu me disais, on a parfois ce souvenir, c'est vrai, des laines qui piquent, qui sont pas agréables, etc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça, c'est un mythe, quoi, et c'est bien d'en sortir quelque part? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que il n'y a pas qu'une laine. Ouais. En fait, tu as plein de laines différentes. Et ce qu'on avait dans cette image un peu d'enfance ou des parents qui ont des mauvais souvenirs, que leurs grands-parents leur faisaient des vêtements en laine qui grattaient, c'est parce qu'on mélangeait différentes qualités de laine. Et on avait un peu moins de sélection sur les animaux, de finesse sur le tri. Du coup, il ressortait des fibres qui composent la toison, mais qui se mêlent pas au fil, qui vont rester droites et drues, et c'est ceux-là qui vont venir nous gratter, nous piquer.
Et du coup, maintenant, nous, on est conscient que si en France, on propose des produits made in France, enfin, tu vois, tracés, avec le contact à l'élevage, des petites unités de transformation comme celle où je travaille, qui font de l'artisanat et qui travaillent principalement en travail en façon, en fait. Donc, nous, notre activité, c'est 90% de notre chiffre d'affaires, il est composé de ça, de services qu'on tarife à des personnes voilà, qui nous amènent de la matière et qui veulent en faire du fil. Et du coup, nous, on les accompagne pour leur dire, voilà, essayez d'être minutieux sur le tri, sur le choix de la matière, de la partie de l'animal, des races de laine, des races de brebis qui seront plus appropriées pour faire du fil, ou plus appropriées pour faire des chapeaux en feutre, ou plus appropriées pour faire du tapis. Ouais. Voilà. En fait, c'est de trouver la bonne utilisation et de respecter un certain cahier des charges qui font que voilà, on vend un produit, il faut qu'il soit le plus agréable à porter, qu'il ait le moins de défauts possible pour qu'on se justifie un peu de notre démarche, de sortir de cette méga industrie de textile où la matière, elle fait 5 fois le tour du monde, tu vois, elle est récoltée à un endroit, elle va être lavée à un autre endroit, elle va être filée à un autre endroit, entre l'Inde, l'Asie, le Maghreb, et elle revient dans les rayons à des prix dérisoires avec de l'exploitation. Enfin bon, voilà. Oui. Pas besoin de tout détailler. Je pense que les personnes qui te suivent, tu les sensibilises à ça. Et donc voilà, il faut en même temps qu'on a une démarche qui est vertueuse, mais il faut qu'on ait aussi un produit qui se rapproche le plus, pas d'un produit, enfin, c'est quand même un produit presque de luxe, tu vois, c'est pas un produit de première nécessité. C'est des tarifs qui ne sont pas abordables pour toutes les bourses, donc autant que à travers l'échange, la transmission de notre passion, on puisse aussi transmettre des chouettes simples. Toi, en contraste, ta laine, ta matière première, elle vient d'où tout, ça se passe où? Ça se passe localement en fait? Oui. C'est ma question. Oui, alors voilà, la laine là qui est exposée pour le marché. Du coup, ça c'est de la laine qu'on a récoltée à la filature. On fait une petite récolte de laine comparée à des collègues. On va récolter à peu près 1 tonne 5 de laine localement, autour de la filature avec des personnes qui sont sensibles à cette démarche-là. Ouais. Et donc une partie, elle va être valorisée pour la matelasserie. Et la plus jolie, maintenant, ça fait 2 ans là, qu'on recrée une gamme avec des fils de laine qui sont composés majoritairement de laine issue de brebis tarasconnaises qui sont élevées en Ariège. Ouais. Il y a aussi un peu de laine de brebis charmoises que je récolte sur des petits troupeaux, pareil, en Ariège. Et il y a du mérinos. Le mérinos, c'est un peu dur de le trouver localement, il y a très peu de troupeaux. Donc là, c'est un élevage du Gard qui a permis de faire cet assemblage-là. Ouais. Et on essaye de travailler au plus avec les races de brebis locales. Chouette. Et tu parles de filature. Toi, tu as un projet de filature, c'est ça? Tu as repris un projet. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Ouais. Donc, moi, je suis arrivée en Ariège en 2017 parce que j'avais envie de me rapprocher d'une association qui s'était montée, qui s'appelait Sibadalen. Bon, elle n'existe plus aujourd'hui, mais elle nous a permis de prendre du temps pour se former aux machines, pour monter les dossiers de financement, toute la reprise d'une entreprise. Mais là, ce n'était pas une entreprise quelconque parce qu'un métier en voie de disparition, pas de formation théorique, pas de contexte personnel propice à rentrer dans du textile, dans ce type d'industrie. Donc on a été accompagné par le propriétaire, l'ancien propriétaire. Et du coup, il y a une asso qui s'est créée en 2014 et qui a évolué et qui nous a permis en 2020 de créer une SARL, une SCOP SARL, pour racheter la filature. Donc depuis 2020, la SCOP Filature de Nio, elle est propriétaire d'une partie des bâtiments où les machines d'industrie sont stockées. Et donc là-bas, on exploite les ressources naturelles. Donc on lave la laine grâce à l'eau du ruisseau. Et ensuite, on va faire les opérations de cardage et filage et proposer du coup, soit des cônes, soit de la laine en écheveau. Donc c'est des produits qu'on va dire semi-finis qui vont demander à être tricotés, tissés, assemblés pour vraiment devenir un objet textile. Ouais. Mais c'était notre objectif en fait de pouvoir
remettre en état, reprendre une filature qui a toujours continué à tourner. Simplement, M. Lafont partait à la retraite, ses enfants ne voulaient pas reprendre. Donc il a commencé à en parler un peu à des clients qui ont essaimé l'info et voilà, commencé un peu repris le projet. Et nous, c'était vraiment l'idée de remettre en activité, de maintenir en activité cette unité de production. C'est ce qui manque en France. Il faut savoir qu'il y a, au niveau de filature qui transforme la laine, il y a peut-être une dizaine à peine d'entreprises et qui vont transformer en majorité de la laine qui vient de l'hémisphère sud. Des laines qui sont normées, qui sont très homogènes et qui vont être constituées de mérinos provenant d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine. C'est une économie mondiale sur de la laine à très haute valeur ajoutée. Et du coup, des laines, des standards assez homogènes. Alors que nous, on travaille des petits lots, des leveurs qui aussi manquent un peu de recul ou de connaissance de leur matière et même du monde textile, mais qui ont envie de valoriser ce produit-là, comme si c'était un produit à part entière de la ferme. Ouais. Le lait, la viande, la laine, qu'est-ce qu'on en fait on n'a pas envie de la jeter, on soigne bien nos animaux, autant essayer à la valoriser. Donc c'est ces personnes-là qui nous font travailler, qui sont nos clients. On a une 60aine de personnes avec qui on travaille, qui nous confient leur laine. Et nous, on fait cette opération un peu de petite fourmi, de laver, carder, filer la laine. Ok. Et tu disais que là, en termes de nombre de filatures, c'est quoi ? C'est 10 il en reste quoi, 10 en France ? Oui, c'est très très peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a toujours été comme ça ? Ça a baissé ? Ça a disparu ? Oui, voilà. Il y a eu en fait, alors si on remonte à 200 ans en arrière, en fait, dans chaque vallée, dans tous les départements, il y avait une valorisation de ces fibres, alors soit des fibres végétales, soit des fibres animales. Et que ce soit dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, l'Ariège. Végétales comme le lin, le chanvre. Tout à fait. Tu as des régions du nord de la France qui ont plus des cultures qui vont avoir des filatures de chanvre, de lin. Et dans le sud, on est plus sur des filatures qu'on disait cardées, et pour transformer la laine de pays. Dans le nord, il faisait aussi beaucoup de... En fait, chaque région avait un peu sa spécificité, sa particularité. Et puis avec l'industrialisation, avec la mondialisation, tu as l'industrie textile a vraiment, dans le bassin notamment local de Lavelanet, qui était un très gros pôle textile, où il y avait plusieurs milliers de personnes qui travaillaient dans l'industrie textile. Tout a commencé un petit peu à péricliter. Alors tu as eu en même temps la mondialisation et puis les matières synthétiques pétrochimiques qui sont arrivées sur le marché. Du coup, en fait, ces industries lainières demandent beaucoup de main-d'œuvre, sont assez polluantes. Donc il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se sont arrêtées et que les machines ont été délocalisées en Chine, au Maghreb, en Turquie. Ouais. Parce que la main-d'œuvre moins chère, moins de contrôle sur les rejets, sur l'environnement et compagnie. Et du coup, avec la mondialisation, il y a des pays qui transforment, il y a des pays qui produisent, il y a des pays qui achètent. Ouais. Et l'industrie textile, qui fait partie des plus polluantes, qui sont très polluantes, font partie avant, tu vois, l'automobile qui se sont vraiment délocalisés. Et là, sur Lavelanet, il reste une seule filature qui fonctionne. Et nous, la filature qu'on a repris, la filature de M. Lafont, s'est maintenue à travers toutes ces crises, grâce à la diversification, grâce à faire des petits lots, et puis une entreprise familiale aussi, tu vois, qui avait une énergie de résilience, qui pouvait... et qui ont réussi à dépasser toutes ces crises. Mais M. Lafont n'a pas réussi à transmettre, ses enfants n'ont pas repris. Et là, on était un petit peu... Il y a eu plusieurs personnes avant nous qui sont venues, qui ont essayé un petit peu, mais nous, on a tenu bon, parce qu'on n'a pas eu une histoire facile non plus dans cette reprise. D'ailleurs, il y a un super documentaire qui est sorti. Alors, je le pose comme ça évite que ce soit plus clair. Qui est sorti cette année, qui a été réalisé par Chloé Jacquemou, qui nous a suivis depuis 2016 dans notre démarche de reprise.
Et donc ce film, il explique bien voilà, toute la pesanteur de la reprise, voilà, sans argent, hein, c'est sûr qu'on est. Si on avait eu quelques centaines de milliers d'euros à investir, on se serait posé moins de questions et de temps pour réaliser tout ça. Mais bon, voilà, dans notre démarche individuelle, il a fallu du temps. Et ce projet, voilà, ce film documentaire, il est très chouette parce qu'il permet voilà, de comprendre un petit peu voilà, les enjeux de la transmission. Et j'avais une question. Bon, déjà, pour que ce soit bien clair, quand tu parles de pollution, j'imagine que, là, pour bien se situer, on parle quand même de laine locale, on parle d'une activité locale. J'imagine qu'en plus, vous cherchez à avoir un maximum de respect, et donc en termes d'impact, ça va quand même rester assez minime, pour ainsi dire. Tu confirmes. Je confirme. Après, voilà, nous, on a hérité donc d'un système qu'on ne trouve pas complètement vertueux, et c'est notamment au niveau du lavage que c'est polluant. D'accord. Voilà, parce que bon, on lave de petites quantités, on fait attention aux produits qu'on rajoute pour laver, mais voilà, il faut obligatoirement un retraitement de nos effluents. Et ça, c'est sûr que voilà, idéalement, il faudrait qu'on mette en place d'autres process, mais c'est en cours de réflexion. Mais voilà, quand je parle de pollution, c'est à très grande échelle, et c'est notamment voilà, alors le lavage et tout ce qui est teinture. Moi, j'ai fait une partie de mes études dans le Tarn, et on était allé visiter à Groyer. Il y avait des grands centres de travail du cuir, de mégisserie, et des personnes nous disaient en témoignage, une semaine, l'eau de la rivière, elle était bleue, après elle était verte, elle était rouge. Enfin, on avait vraiment un manque de gestion. On pêchait des poissons rouges, on pêchait des poissons bleus. Voilà, à la fin, il y en avait plus peut-être. Il y a encore des zones en France, tu vois, l'exploitation de l'aluminium dans les Bouches-du-Rhône, avec les boues rouges, c'est inadmissible ce qui se passe. Mais bon, voilà, ça se maintient encore. Il y a des choses qui sont, même en France, pas toujours idéales. Mais nous, voilà, on essaye d'avoir le moins d'impact négatif sur notre environnement. Voilà. Après, c'est des questions de quantité surtout, en fait. Dès qu'on passe à des échelles industrielles, vu nous les produits qu'on utilise, voilà, l'impact est très très faible, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va encore continuer d'améliorer. Ok, super. Et tout à l'heure, là, quand tu parlais de mondialisation, de produits, donc finalement d'autres produits industriels qui sont arrivés, bon voilà, on les connaît tous, les vêtements en polyester, les trucs comme ça. Je me dis waouh, mais c'est dingue quoi. Comment c'est possible finalement que ça ait détrôné un produit aussi extraordinaire que la laine. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? C'est quoi ton opinion là-dessus? En fait, alors, dans mon opinion, en fait, c'est vrai que alors, pour la produire, par exemple, on va prendre un écheveau de laine qui fait 100 grammes. Il a fallu laver déjà, il faut compter à peu près, c'est comme si on avait lavé à peu près 500 grammes de laine brute, quoi. Ouais. Et encore, on ne peut pas faire ce ratio parce que sur des petites quantités, on a beaucoup plus de pertes quand on transforme. Mais il faut savoir voilà, que la laine, elle nécessite alors déjà une attention particulière à l'élevage. Enfin, tu vois, je pense que c'est trop coûteux. Voilà, il y a un rapport de profit qui est beaucoup plus supérieur avec. En fait, c'est des sous-produits de la pétrochimie quoi, qui permettent de faire ça. Enfin, c'est le pétrole avant tout, pétrole avant tout. Et après, c'est des sous-produits qui vont partir sur l'habillement. Donc voilà, c'est toujours cette idée de j'investis 1 euro, je veux récupérer 100 euros. Quoi. Donc on est allé chercher des prix quoi, en fait, en allant fabriquer des vêtements comme ça, en les faisant fabriquer en plus à l'autre bout du monde, etc. Alors après, voilà, se mêlent aussi ces stratégies d'aller où la main-d'œuvre est la moins chère, où les conditions de travail sont les moins contrôlées, sont les moins réglementées. Quoi. Ouais. Mais avec ce que je veux dire, c'est que voilà, à travers la qualité de la laine, il y a le concept d'élevage, il y a tu vois, plein d'activités qui sont en amont et qui sont toujours pas compatibles avec. Voilà, c'est plus dur de maîtriser, d'obtenir une laine, on va dire, standardisée. Quoi. Ouais. Et voilà. Puis bon, je vais quand même. Il faut quand même le dire pour plaider en la faveur des produits quoi. Quand on voit la beauté de la matière, du fil, la nuance, la texture qui après se retrouve sur un vêtement, enfin c'est
c'est quand même quelque chose que Après, on va pas se le cacher, on a du mal à retrouver avec un produit synthétique, voire qu'on retrouve pas du tout, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, voilà, c'est les rapports qu'on a, voilà, comment on veut se nourrir, comment on veut se vêtir, cette idée de garde-robe. Voilà, c'est vrai que avec le plastique et avec aussi, tu vois, pourquoi on ne s'est pas contenté d'objets en bois ou en terre. On voulait produire, rendre accessible, diffuser, et le plastique à travers l'habillement. Voilà, permet à des personnes modestes de changer de garde-robe tous les 2 mois, quoi. Bien sûr. Après, c'est des valeurs personnelles qui nous animent et qui font que voilà, on va s'orienter sur telle ou telle matière. Ouais. Là, tu parles de valeurs, justement. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui, toi, t'a animé dans la reprise de la filature? Moi, mes valeurs, c'était alors une envie, parce que, on va dire à l'origine, avant que j'arrive dans ce projet, moi je fais de la récolte de laine. Je travaille dans l'élevage et je me déplace de ferme en ferme pour justement récolter cette laine. Ça veut dire que c'est toi qui tonds les bêtes ou alors c'est comment? Voilà, c'est moi qui tonds les animaux. Okay. Et en fait, j'ai appris à tondre dans un collectif qui valorisait la laine, qui nous apprenait comment tondre proprement pour la récolte de laine. Et le reste du temps, dans ma vie quotidienne de tonte, j'étais confrontée à un désintérêt de la matière, c'est un déchet, ça sert à rien, la tonte c'est une charge. Donc en fait, moi ce que j'ai eu comme besoin, c'était d'aller au-delà de la tonte et en fait d'expliquer pourquoi cette matière qu'on récolte, on dit qu'elle est de mauvaise qualité, et aussi en fait de donner un peu de légitimité à mon travail de récolte et de valorisation. Et en plus de maîtriser ces autres étapes, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup de pouvoir dire, d'avoir vraiment la connaissance, d'apprécier tel ou tel type de laine. Voilà, moi je suis... j'aime l'élevage, le pastoralisme, et je suis plus attachée aux produits laine qu'aux produits viande ou fromage. Parce que voilà, je trouve que c'est une matière qui est sous-valorisée, sous-estimée. Elle est renouvelable, c'est naturel, on ne maltraite pas les animaux pour récolter la laine. Et ça a protégé l'homme, voilà, ça nous protège depuis des millénaires. Et je trouvais effectivement dommage. Et je voulais me rendre compte un peu mieux de cette résoudre un peu cette incompréhension de pourquoi on en arrivait là. Après, voilà, justement... casser les mythes, les tabous de la laine, ça gratte, de la laine, c'est difficile à entretenir, c'est difficile à conserver. Voilà, je veux changer de mode, je veux acheter un pull, mais voilà, ce rapport-là. Et dans ces événements comme ici à la Foire de la Laine à Montbrun, je trouve que c'est super parce que déjà c'est chouette, on se retrouve entre nous, on n'est pas dans un esprit de concurrence, de compétition. Hein. Tiens, moi j'ai pas ça sur mon stand, mais tu peux aller là-bas, tu vas trouver quelque chose de chouette. Souvent on est les premiers à acheter chez les collègues. On est peu, on a conscience d'être vraiment une petite niche de passionnés. Donc autant se réconforter ensemble et s'encourager à continuer dans ce chemin-là parce que c'est vraiment pas évident quand même. Ouais. C'est un défi. Voilà, de vouloir valoriser la laine de son troupeau, de la vendre, de transmettre ça. Il y a un rapport, contrairement à ce qu'on a l'habitude, et les agriculteurs ont l'habitude, voilà, entre la viande et le fromage. C'est des valeurs qui sont c'est plus facile à vendre qu'un produit en laine. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'anime justement au quotidien pour aller de l'avant, continuer Moi, ce qui me tient beaucoup aussi à cœur, c'est le projet collectif qu'on a. Après des années de travail en indépendant, en autonomie, j'avais besoin aussi que ce projet il soit collectif et d'avoir qu'on ait chacun notre mot à dire et notre implication. Voilà. Moi, ce qui m'anime, c'est de croire en certaines, en l'être humain, en le collectif. L'imagination, la possibilité qu'on peut créer, faire un peu des merveilles, un peu d'alchimie avec de la matière première simple. Ouais. Voilà, c'est vrai que cet univers-là, moi, me plaît parce qu'il touche à la fois à l'agricole, à la création,
On a des échanges à travers le commerce, c'est aussi intéressant de pouvoir échanger, partager. Voilà, c'est vrai que c'est ça que j'aime dans ce milieu-là, quoi. Super, super. Bah, cool, et merci. Bah, avec plaisir. Et faire ces interviews, c'est quelque chose d'important pour moi, parce que déjà, bien sûr, on va aller à la rencontre des créateurs, on va voir leur production. On voit ici à quel point la laine, c'est quelque chose de luxueux, quelque chose de beau, tu sais, qui s'inclut dans ce circuit, dans ce rapport entre déjà un animal, un éleveur, un territoire, et puis ensuite, comment cette matière, on va la traiter. On va chercher localement à la valoriser, en faisant des produits qui sont beaux, en faisant des produits qui sont confortables. Mais ça répond aussi à une des vocations de la chaîne, qui est de parler de création, qui est de parler de comment on vit de ces créations. Et je suis convaincu que c'est en allant à la rencontre des projets, que c'est en allant à la rencontre des beaux produits, que d'une part, on nourrit son inspiration, mais également son énergie, celle qui nous fait dire que c'est possible de se mettre au service de ce qui nous fait vibrer. Alors si toi aussi t'es un créateur, si toi aussi tu veux développer ton audience, je t'invite à suivre cette chaîne et à t'abonner.